Donc merci d'être là pour cette dernière soirée au Dialogue franco-russe. Dans les locaux actuels, je précise bien, on ne va pas fermer, on va continuer notre activité. Donc voilà, si vous voyez plus de meubles, si vous voulez m'aider à déménager, n'hésitez pas, j'attends vos dons, toujours. Toujours. Donc ça c'est la question principale, même avant qu'on commence notre table ronde. C'est le sujet d'actualité. Il y a quelques mois, on s'est réunis ici, effectivement, messieurs Desportes étaient là et on parlait de l'OTAN. Mais c'était un petit peu, je dirais, en notre contexte. Le contexte a bien changé et assez vite changé. Donc, avec nous ce soir pour parler de l'OTAN, et d'ailleurs le titre, je le trouve un petit peu trop optimiste, puisque à parler après-guerre, c'est un peu tôt. J'ai envie de demander, là je vais poser cette question. D'abord, donc je présente Jacques Hogarth, que vous connaissez très bien, et on a fait il y a je dirais il y a deux ans. On a fait une table ronde sur les Balkans et sur la question du Kosovo. Et ce sera peut-être même intéressant de faire ce parallèle entre le Kosovo, le droit international, la Crimée, etc. Jacques Hogarth, officier supérieur français, ancien parachutiste de la Légion étrangère. Vous avez fondé et dirigé depuis 2000 une entreprise spécialisée en intelligence stratégique et en diplomatie d'entreprise à l'international. Vincent Desportes, qui est venu effectivement il y a quelques mois pour parler de l'OTAN et de la Troisième Guerre mondiale, donc on est là justement. Général de division de la 2e section de l'armée de terre française, ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités, vous enseignez la stratégie à l'école des hautes études commerciales à Paris. Et ce qui est très intéressant pour nous aujourd'hui, c'est justement, avec votre collègue, messieurs Delavarde, vous connaissez bien les États-Unis puisque vous étiez attaché militaire près de l'ambassade de France aux États-Unis. Ça, c'est intéressant pour nous, je pense, aujourd'hui. Messieurs Dominique Delavarde, la première fois au Dialogue franco-russe, et dans ces locaux la dernière fois, malheureusement, spécialiste de la gestion et de la formation des personnels. Vous avez tenu un poste important de responsable des officiers de liaison français aux États-Unis. On parle aujourd'hui de l'OTAN, de la Troisième Guerre mondiale, l'après-guerre. Moi, je pèse mes mots encore. On est vraiment rentré dans un conflit au cœur de l'Europe. Ma question est très simple et je vous laisse après vous intervenir et participer à cette discussion. Est-ce que c'est bien les États-Unis qui mènent la guerre contre la Russie sur le sol ukrainien ? Vaste question. Avant de... C'est pas à moi d'ouvrir le débat. Hein. J'ai 2 officiers généraux à ma gauche. Je suis très, très honoré et flatté d'être à leur gauche. Mais c'est plus difficile, c'est d'entamer le débat. Irina dit de poser la question, est-ce que nous sommes en guerre ou pas? Alors moi je voudrais évoquer une phrase du tsar Alexandre Ier répondant à Napoléon qui, rentrant avec la grande armée dans Moscou, lui disait si, votre Majesté, on va peut-être quand même pouvoir passer aux négociations. Et le tsar lui a répondu, les négociations, mais pour quelle paix? La guerre n'a pas encore commencé. Voilà, donc je pense que ça c'est comme un peu une manière d'illustrer le point de démarrage de cette soirée. Écoutez, moi je pense que les gens qui me connaissent savent que mon expérience de l'OTAN, alors je dirais plus large que l'OTAN, l'atlantisme, qui masque un peu les États-Unis d'Amérique, a commencé en fait beaucoup plus tôt pour moi dans les années, au milieu des années 90, en 94, en servant au Rwanda, où j'ai pu mesurer, allez, je lâche le mot, et c'est un peu provocateur, mais la duplicité de nos chers alliés la duplicité de nos alliés chers alliés de 1944. On pourra y revenir. J'ai retrouvé cette parfaite duplicité en commandant le groupement des forces spéciales au Kosovo en 1999 sur le terrain,
sous les ordres d'un général britannique qui était mon supérieur direct, qui lui-même était sous les ordres d'un autre général britannique, le général Jackson, qui lui-même était sous les ordres du général américain Wesley Clark, dont nous parlions tout à l'heure. Et j'ai bien vu que nous étions, en fait, à ce moment-là, utilisés véritablement par les États-Unis, donc l'OTAN, comme des proxys. Mais nous étions totalement sous contrôle américain. C'est du moins le sentiment que j'en ai retiré de cette aventure et qui m'a amené d'ailleurs à quitter l'armée rapidement après. Alors, pour répondre à mon avis à la question difficile que nous a posée Irina, oui, je pense que les États-Unis ont un rôle dans cette guerre, un rôle très actif. Je pense qu'ils ont préparé soigneusement d'ailleurs, peut-être même aller jusqu'à provoquer cette guerre. À partir du moment où en 2014 ils ont encouragé, c'est pas moi qui le dis, mais Victoria Nuland, secrétaire d'État actuel, sous-secrétaire d'État actuel aux affaires étrangères à Washington, à partir du moment où ils ont provoqué finalement le renversement du gouvernement pro-russe de l'époque, pas forcément très vertueux non plus, hein, mais en provoquant, c'est l'affaire de la place Maïdan, donc ce putsch de Maïdan. Je me souviens d'en avoir parlé il y a des années, juste après, avec un ami qui était le contre-amiral Novoselov, qui était l'attaché de défense russe à Paris, et qui m'a d'ailleurs offert un livre très instructif à cet égard à l'époque. Alors, à partir de là, je pense qu'il y a eu véritablement, je pose le débat, une otanisation de l'Ukraine, une américanisation peut-être aussi d'une certaine manière culturelle de l'Ukraine à partir de ces années-là, pour arriver finalement à une occidentalisation de l'Ukraine, au moins de l'Ukraine officielle, de l'Ukraine légale, enfin légale, à partir du moment où il y a eu un putsch avant, on peut en discuter, mais de l'Ukraine, des autorités ukrainiennes, et qui, alors les accords de Minsk, n'en parlons pas, puisqu'ils n'ont pas été respectés, que je pense que la responsabilité des Européens est grande dans ce domaine, mais les Américains étant derrière, formant l'armée ukrainienne, c'est un secret pour personne, vendant leur matériel, suréquipant déjà l'armée ukrainienne à l'époque, etc. Donc je pense que cette guerre n'a pas commencé, personnellement, pour moi, le 24 février 2022, elle a commencé bien avant, et on assiste aujourd'hui à ces développements fort regrettables, parce que la guerre n'est jamais souhaitable. Je pense qu'elle apporte son lot de misère, de désolation, de mort et de problèmes que nous connaissons tous pour ceux qui ont vécu sur ce type de conflit à l'extérieur. Et je pense qu'elle aurait pu être évitée. Mais je pense aussi qu'on a peut-être provoqué M. Poutine dans ses retranchements à partir du moment où, depuis 2015, les populations russophones du Donbass en particulier, étaient victimes de toutes les vexations, de toutes les exactions de la part de leur propre gouvernement, allant jusqu'à des bombardements, et ce qui a amené la création des républiques sécessionnistes de Donetsk et de Lugansk. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que la guerre est menée par les centres de commande américains. Clairement, je pense que les Américains jouent un rôle très actif, non seulement en déversant des milliards de dollars et de matériel sur l'Ukraine pour soutenir M. Zelensky. Et je pense que, bien entendu, il y a un appui renseignement majeur, on pourra en reparler, et un appui aussi à la manœuvre. J'ai été surpris de voir sur les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour nous éclairer parfois, pour équilibrer parfois les médias que j'appellerais les médias mainstream occidentaux. J'ai été surpris de voir manœuvrant des mercenaires ou des contracteurs américains s'exprimant en anglais, combattant face aux lignes russes. Voilà. Donc oui, bien sûr, moi je crois que l'Amérique est partie prenante dans ce conflit. Et bien sûr, l'Amérique, c'est l'OTAN. L'OTAN qui est la courroie de transmission des États-Unis d'Amérique depuis la chute du mur de Berlin, depuis la chute de l'Union soviétique. Cette OTAN qui était pacifique avant et défensive est devenue
une OTAN offensive et agressive, et même si elle s'en défend, Jens Stoltenberg a dit le 30 septembre 2022 que l'OTAN n'était pas partie au conflit russo-ukrainien, et puis il a dit le 11 octobre, 3 semaines après, se contredisant, une victoire russe dans le conflit en Ukraine serait une défaite pour l'OTAN et ne devrait pas être permise. Donc vous voyez un peu l'aveu de taille de M. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Voilà, moi je passe la parole à qui veut la prendre. Bon, je partage évidemment l'avis de mon camarade Jacques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas une OTAN, il y a eu deux OTAN. Une OTAN qui a duré de 1949, on va dire, à 1990, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Cette OTAN-là n'a pas largué de bombes sur la planète partout, elle n'a pas créé de désordre, elle était défensive et c'était presque un artisan de paix. L'OTAN était une artisane de paix. Depuis 1990, tout a changé. Alors tout a changé, pourquoi? Parce que l'Union soviétique, bien sûr, s'est effondrée, mais surtout parce que le traité de l'Atlantique Nord, tel qu'on vous le présente, avec les engagements de défense réciproque, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle le concept stratégique. Le concept stratégique, c'est le décret d'application, on va dire, de ce traité. Le traité, c'est une espèce de loi, on va dire, et derrière, il y a les décrets d'application. Et les décrets d'application, c'est ça qui est intéressant à regarder. Or, ces décrets d'application, pendant les années 49 jusqu'à 1990, étaient écrits par des militaires. Les militaires qui font la guerre et qui savent ce que c'est et qui ne cherchent pas spécialement à la faire. Et donc, c'était des concepts stratégiques relativement modérés. Et en 90, tout a changé. Tout a changé parce que sont arrivés au pouvoir aux États-Unis des gens qu'on appelle les néoconservateurs et qui, eux, voulaient un nouveau siècle américain, une grandeur de l'Amérique, et qui ont pris les affaires en main. C'est eux qui ont, à partir de ce moment-là, ils ont relégué les militaires, à partir de la chute de l'Union soviétique, ils ont relégué les militaires américains au deuxième plan, et ce sont eux qui se sont chargés d'écrire des concepts stratégiques. Alors ces concepts stratégiques, ils sont revus tous les 10 ans. Et là, on vient de revoir, le dernier a été édicté il y a quelques mois, en début 2022, si ma mémoire est bonne, non, à peu près. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est dans ces traités, on désigne l'ennemi, ou on désigne l'adversaire, on désigne la menace. Et au fur et à mesure de ces concepts stratégiques, on a vu, tous les 10 ans, on a vu que cette menace, pour les Américains, devenait omnidirectionnelle, etc. Donc, ils se sont mêlés des affaires du monde entier. On les a vus partir dans toutes les directions. Au début, le traité de l'Atlantique Nord, c'était pour l'Atlantique Nord. C'était pas pour le monde entier. Et progressivement, l'OTAN s'est intéressé à toutes les parties du monde. Hein, il est intervenu, on le sait, en Irak, au Kosovo d'abord, hein, pour le démembrement de l'ex-Yougoslavie, qui a été la première action vraiment, la première guerre en Europe de haute intensité. Hein. Il y a quand même eu des bombardements, c'est pas l'Ukraine, hein, la première guerre de haute intensité en Europe, c'est le démembrement de l'ex-Yougoslavie, qui avait été programmé lui aussi, hein, qui a été savamment orchestré. Ça a commencé là aussi par des sanctions économiques votées au Sénat, qui ont divisé les différents États de la République fédérale de Yougoslavie, et qui ont créé la zizanie, le désordre, et tout ça c'était monté de main de maître. Et les Américains l'ont organisé, tout ça. Donc, voilà, à partir de 1990, extension donc des
des théâtres d'opération, des zones d'intérêt de l'OTAN, et l'OTAN est venue pratiquement se substituer à l'ONU. L'OTAN entend aujourd'hui diriger la planète, et l'OTAN entend maintenir l'hégémonie d'un monde unipolaire, le monde américain unipolaire, en utilisant ses proxys. Et dans les vassaux, il y a l'Europe, l'Union européenne, et nous qui étions encore un petit peu indépendants au moment du discours de Villepin, il y a une bonne quinzaine d'années déjà, on est devenus des carpettes de l'OTAN. On s'est livré pieds et poings liés à l'OTAN. Et donc aujourd'hui, ce que fait l'OTAN, c'est ce qui est décidé à Washington. Et donc la guerre d'aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Jacques, c'est une guerre qui a été probablement préparée assez minutieusement par les Américains, et avec les provocations de Maïdan. On se souvient du discours enfin non pas du discours, de l'intervention malencontreusement enregistrée de Victoria Nuland disant « fuck the EU ». Donc c'était clair et net. Donc oui, la guerre aujourd'hui en Ukraine a été provoquée par les États-Unis et par l'OTAN, qui n'a peut-être pas les moyens d'intervenir, on y reviendra peut-être après, autant qu'elle le croit ou autant qu'elle le dit. Merci. D'abord, je voudrais dire que je suis ici parce que je crois au dialogue et qu'on sort de la guerre soit par la destruction de l'un, de l'autre, des deux, ou bien par le dialogue. Et je crois que le dialogue est la chose la plus importante. Et donc c'est à ce titre-là que je suis ici. Alors, moi, je me permettrai de ne pas me poser la question que vous m'avez posée ou la poser autrement. Et je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour penser à la paix. Et je pense qu'on ne peut penser à la paix que si on a pensé aux causes de la guerre, évidemment. Et donc il faudra en son temps, et d'ailleurs le temps en est venu, étudier ce qui a amené à cette guerre en Europe, entre Européens, qui est une guerre barbare et que nous aurions dû savoir éviter. Alors on me pose souvent la question, au fond, qui est le premier fautif de cette guerre. Alors moi j'ai une réponse claire, c'est l'Europe. Pourquoi est-ce que c'est l'Europe? Parce que nous sommes faibles. Et parce que nous sommes faibles, et parce que nous ne sommes pas encore, pourtant nous aurions dû le devenir depuis 1945, nous ne sommes toujours pas un acteur géopolitique, c'est-à-dire que nous ne savons toujours pas ce que nous voulons être, et nous ne savons toujours pas protéger nos intérêts par rapport aux menées extérieures. Il est clair que les menées extérieures qui ont poussé cette guerre sont largement fondées sur la grande stratégie américaine qui a bien été décrite par Brzezinski dans son grand échiquier et qui définit bien l'affaiblissement de la Russie et la séparation de l'Ukraine de la Russie comme un des objectifs américains à long terme. Et ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, qui est quasiment énoncé d'ailleurs en tête de son ouvrage, c'est qu'il faut continuer pour les États-Unis à avoir la mainmise sur les alliés en leur assurant leur propre défense, de manière à ce qu'il n'ait pas leur mot à dire dans leur politique étrangère, mais qu'ils soient obligés de suivre. Et nous avons lu ça, nous l'avons compris, et nous, Européens, n'avons rien fait, parce que nous avons oublié que la vérité du monde, c'est la vérité des rapports de force, et nous avions cru que nous étions dans un monde dans lequel, finalement, le doux commerce réglerait les problèmes. C'est évidemment faux. Et donc, on en arrive à ce paradoxe. Moi, je crois beaucoup à la notion d'Occident, et dans l'Occident, évidemment, il y a la Russie.
Et on arrive à ce paradoxe de voir l'Occident se déchirer parce qu'une partie d'entre elles, c'est-à-dire l'Europe, a été trop faible. Donc, quand je dis on ne pense jamais trop tôt à la paix, c'est que la guerre, on va en sortir de cette guerre. Comment? Je ne sais pas, mais on en sortira. Est-ce que ce sera demain? Je ne crois pas. Dans quelques mois, je ne crois pas non plus, mais on en sortira. On en sortira. Et je crois qu'il faut déjà, et je ne vois rien qui se réfléchisse comme ça aujourd'hui en Europe, il faut qu'on sache, nous, Européens, et dans cette Europe, j'inclus la Russie, il faut que nous définissions ce que nous voulons à la fin de cette guerre. La guerre, c'est pas le sujet de la guerre. Le sujet de la guerre, c'est la paix qui la suit. Et il nous appartient donc dès maintenant, en compréhension des intérêts des uns et des autres, des perceptions des uns et des autres, d'arriver à construire nous-mêmes intellectuellement l'Europe que nous voulons voir déboucher de cette guerre. Ce qui est sûr, c'est que ça doit être une Europe qui sera dégagée de l'emprise américaine, puisque les intérêts américains, pour de multiples raisons que nous connaissons tous, sont de plus en plus divergents des intérêts européens, et qu'une vassalisation aux États-Unis ne peut jamais être une bonne chose. Je vous rappelle, mais vous le savez, ce que disait Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, lorsqu'il est venu parler à ses collègues à l'OTAN, je crois au mois d'avril 2021, il indique à ses camarades ministres des Affaires étrangères que la mission de l'OTAN désormais était de se préparer à la guerre contre la Chine. Nous ne pourrons pas penser, nous, Européens, que notre avenir est la guerre contre la Chine, et que si ça correspond peut-être, j'en suis pas sûr, aux intérêts américains, ça ne correspond pas aux nôtres. Et donc il faut absolument que nous coupions ce lien de vassalisation pour pouvoir définir nos intérêts et évidemment les faire valoir. On ne peut pas préparer l'Europe de demain si évidemment nous ne réfléchissons pas au passé. Churchill disait fort justement que celui qui ne connaissait pas le passé était condamné à le voir se reproduire. Et nous, le passé, on le connaît quand même. Le passé, on a 3 guerres mondiales qui viennent de s'achever, enfin qui sont achevées au siècle dernier, la première, la deuxième, et puis la guerre froide, si on considère que c'est une guerre mondiale. Et à chaque fois, évidemment, les Américains ont eu un rôle tout à fait considérable, puisque à la fin, c'est eux qui sont arrivés et qui ont tiré les marrons du feu. Et il y a eu 2 façons de terminer les guerres mondiales, la première et la deuxième. La première, on le sait, qui se termine par le traité de Versailles imposé par le président Wilson, va se traduire immédiatement, ou 20 ans après, par la Deuxième Guerre mondiale, et on va passer de 20 millions à 60 millions de morts. Et ce traité de Versailles, on sait que c'est un traité de rejet de l'Allemagne, juste un souhait de contenir l'Allemagne, et non pas de la réintégrer dans un grand système de sécurité. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, on le sait, c'est au contraire de la part des Américains la compréhension qu'il fallait réintroduire le Japon et l'Allemagne dans le concert des nations de manière à pouvoir être fort. Et je rappelle évidemment que les atrocités commises par les Allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale n'ont évidemment rien à voir avec les atrocités qui peuvent être commises aujourd'hui de part et d'autre au cours de cette guerre. Nous avons donc, on a 2 modèles de fin de guerre. La fin de la Deuxième Guerre mondiale nous a assuré 70 ans de paix. Ensuite, ou un peu moins, disons 50 ans. Ensuite, on a eu on a eu la guerre froide, et on a eu la fin de la guerre froide. Et je crois que là, justement, parce que nous n'étions pas un acteur géopolitique, nous nous sommes fait imposer la grande politique, une vision américaine qui, petit à petit, élargissement de l'OTAN, imposition des valeurs américaines, etc., imposition des intérêts américains en Europe, a fini
par produire cette guerre-là. Et donc, je crois que le projet européen que nous devons construire ensemble par le dialogue, est bien un projet de paix, un projet de sécurité qui soit respectueux des intérêts des uns et des autres, respectueux des perceptions des uns et des autres, autant des perceptions des pays baltes que de la Russie, de manière à pouvoir vivre ensemble et à établir une paix qui, au bout de 30 ans, ne se terminera pas par à nouveau une guerre en Europe, comme s'est terminée finalement cette période de semi-paix qui était ce qui a suivi la guerre froide. Et je crois que c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça. Oui, il faut que cette guerre se termine, elle va se terminer, mais l'important pour nous, c'est de construire un projet commun. Qu'on le veuille ou non, que les Américains le veuillent ou non, que les Baltes le veuillent ou non, la Russie ne va pas changer de continent, elle est là, et nous devons vivre ensemble. Ce que nous avons raté après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, après la fin de la guerre froide, c'est justement de créer ce lien très fort et naturel entre la Russie et l'Europe, qui nous aurait évité de subir la grande stratégie américaine et qui nous aurait évité de tomber dans cette guerre-là. Donc je crois que c'est dès maintenant qu'il faut réfléchir à ça. Que voulons-nous tous pour l'Europe de demain, l'Europe d'après-guerre? Et hélas, moi je ne vois aucune réflexion comme cela. En Europe, il n'y a pas de grande stratégie européenne, il n'y a pas de vision européenne, et il n'y a effectivement qu'une vassalisation de la pensée géopolitique européenne aux États-Unis, ce qui ne présage évidemment rien de bon. Je ne dis pas que ce projet de demain, ce projet de grand système de sécurité sera facile à établir, parce que les perceptions à l'intérieur de l'Europe sont différentes, mais en tout cas, si tous les responsables de bonne volonté ne s'attellent pas à cette tâche absolument essentielle de définir notre propre projet, ça n'est pas notre propre projet à nous, Européens, qui va venir coiffer l'Europe, c'est un projet américain. C'est bien la faiblesse européenne qui a provoqué cette guerre, et elle en produira une nouvelle si nous ne savons pas faire valoir nos intérêts. Merci beaucoup, merci messieurs Desportes, merci messieurs. C'est très très important ce que vous dites par rapport au dialogue, pas seulement franco-russe, mais dialogue entre l'Occident et la Russie, justement à travers les relations russo-otaniennes. Vous savez très bien qu'il y avait plusieurs accords entre la Russie et l'OTAN. Il y avait même, pour anecdote, qu'on a déjà évoqué ici il y a quelques mois, à un moment donné, Poutine a proposé à Clinton de rejoindre l'OTAN. Et ça restait évidemment sans réponse, et plusieurs personnes dans le protocole de Clinton étaient forcément très très mécontents après cette proposition et conversation. Par rapport au dialogue, en même temps, pourquoi il y a une telle polarisation? Parce que tout ce que vous dites, et vous venez de dire maintenant, je pense que là, 95% de notre public comprend très bien, est d'accord, peut-être pas, après vous allez dire. Pourquoi sur les plateaux de télé, vos collègues, ceux qui sont en fonction ou pas, sont tellement va-t-en-guerre? À écouter camarade Yakovlev, d'ailleurs avec son nom de famille, j'aimerais bien connaître ses origines. Il est déjà à Moscou en train de combattre Poutine sur le cheval blanc. C'est ça ce que je sais, d'où viennent, pourquoi en fait, tout simplement, cette polarisation. Pourquoi vous êtes tellement si peu nombreux dans les médias pour dire que, c'est pas pour dire, pour ne pas passer pro-Poutine, attention, mais pour argumenter tout simplement. Chère Irina, parce qu'on est les meilleurs. Là, vous avez les meilleurs. Non, mais plus sérieusement, je crois que... Moi, je suis issu d'une famille d'officiers de père en fils, hein, avec quelques personnages saillants un peu dans la famille. Il y a de fait, il y a l'héritage de l'histoire dont parlait le général Desportes à l'instant, et il y a l'héritage, il y a cette amitié ancienne entre les États-Unis et la France. D'abord, les États-Unis n'existeraient pas si le roi Louis XVI n'avait pas mis son poids dans la balance pour l'imposer face à la mère patrie, la perfide Albion à l'époque. Et ensuite, il y a eu bien sûr les guerres mondiales dont on a parlé. Il y a eu 1917, il y a eu Lafayette, nous voilà, etc., etc. Puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, une entrée tardive un peu des États-Unis sur
comme en 14-18 d'ailleurs, hein, mais à un moment décisif. Alors tout ça, ça compte dans des... Moi je vous dis, moi j'ai été élevé un peu dans une ambiance otanienne, otaniste, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, ou atlantiste à l'époque. Mon père est mort il y a 20 ans, mais s'il était là, je sais qu'il dirait ce que nous avons dit tous les trois avec nos mots différents ce soir. Néanmoins, voilà. Alors moi je crois qu'il y a une otanisation des esprits dans l'armée française, voilà, je le dis simplement, et je n'engage que moi en le disant, mais je le pense profondément quand je vois certains camarades, on parlait du général Yakovlev, que j'ai connu, moi, jeune lieutenant à la Légion étrangère, brillant sujet, mais je pense son cadre de référence est très limité, et il faut arriver à se libérer un peu de cette pensée unique, de ce cadre figé qui nous impose de raisonner avec un ennemi désigné à l'avance, qui n'est pas notre ennemi. Comme l'a dit le général tout à l'heure, le général Desportes tout à l'heure, moi je rêve d'un système de sécurité véritablement européen. C'est le général de Gaulle qui en avait parlé le premier en parlant de l'Atlantique à l'Oural. Hein, et bien, il faudra qu'on y arrive un jour, parce que ça, c'est le continent européen, et ça, c'est un continent ancien, pétri de valeurs communes, même si nous avons nos différences, même s'il y a ces blocages un peu psychologiques des pays baltes ou de la Pologne vis-à-vis de la Russie. On sait pourquoi, il y a l'histoire, mais je crois qu'il faudra qu'on arrive un jour à débloquer tout ça. Alors voilà, moi j'ai été un peu long là, mais ces officiers-là, je pense qu'ils ont... il faudrait qu'ils reviennent un peu à leur livre d'histoire et puis qu'ils nous rencontrent plus souvent. Merci. Moi, Irina, je ne crois pas qu'il y ait un dialogue Occident-Russie. Moi, je pense que la Russie fait partie de l'Occident, même si sa masse terrestre est asiatique. Donc, il ne faut pas parler de... Enfin, moi, je ne voudrais pas parler de dialogue Occident-Russie. Au contraire, il faut justement resserrer la famille parce que nous en sommes une. Alors, je ne veux pas épiloguer sur le cas de mon jeune camarade également, Yakovlev, mais il est assez typique. C'est un garçon qui est très intelligent, évidemment. Mais c'est un garçon typique parce qu'il a fait toute sa carrière d'officier général, donc 8 ans à l'OTAN. Et donc, effectivement, il est dans une machine remarquable, parce que c'est une machine technique remarquable, et donc qui fonctionne extrêmement bien. Et donc, lui est évidemment complètement otanisé. Ce qui n'est pas le cas, néanmoins, de tous les officiers français. Il y a de plus en plus d'officiers français qui sont passés dans l'OTAN, et il y a toujours un espèce de syndrome de Stockholm. Mais je crois que le cas, ce qui est plus compliqué, c'est les autres nations. Parce que dans les petites nations, si vous me permettez cette expression qui ne se veut pas péjorative du tout, je pense au Danemark, aux Pays-Bas et à l'Allemagne, par exemple, on ne fait carrière que dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être officier général, avoir une carrière d'officier général, si on ne va pas dans l'OTAN. Et donc, quelque part, même pour avoir des étoiles et grimper, il faut avoir des postes à responsabilité dans l'OTAN. Donc, quelque part, l'OTAN est la condition de la carrière des officiers. Alors, derrière ça c'est le premier point, on le sait bien, et ça, on y peut, mais c'est un phénomène qui est tout à fait important. Et le deuxième phénomène, c'est que les Américains, que je connais bien, puisque j'ai eu la chance de servir la France 5 ans aux États-Unis, sont extrêmement forts pour communiquer, pour inviter les jeunes camarades de toute nationalité européenne à venir chez eux, leur montrer le Congrès, former beaucoup d'officiers de l'armée de l'air en particulier, avec le F-35, ça va s'accentuer, sont formés aux États-Unis. Il est sûr qu'il y a une imprégnation des pays, des cerveaux militaires par le temps. Ce qui pose une question, c'est qu'il est assez normal que les chefs de gouvernement se renseignent auprès de leurs chefs militaires pour savoir quelles peuvent être les solutions sur la défense, et que la grande majorité des officiers généraux européens disent mais la solution, évidemment, c'est l'OTAN. Et ça va être compliqué, parce qu'il y a une espèce d'imprégnation des cerveaux et des esprits qui est moins marqué en France, mais qui est extrêmement marqué ailleurs. Et il faudra, à un moment donné, évidemment, aller contre cette nécessité de l'OTAN. L'OTAN n'est pas nécessaire. On peut faire autrement. Et faire passer cette idée-là, tout en conservant des liens avec les États-Unis, parce qu'évidemment, il faudra les conserver, mais sans l'OTAN, qui est un bras séculier de la grande stratégie américaine, qui est devenu, comme ça a été dit par mes deux voisins de table, tout à fait dangereux. Oui. Moi, pour ma part, je partage pas tout à fait l'idée que l'armée est exclusivement représentée par les... Enfin, à la télévision peut-être,
Mais je crois que c'est une affaire de génération. Les officiers de notre génération, à tous les trois, hein, sont majoritairement, je crois, réservés, on va dire, sur l'OTAN et sur l'atlantisme. Et ils sont plutôt pour un rapprochement avec la Russie. Pratiquement, je dirais pratiquement tous, de notre génération. Ceux qu'on voit à la télévision, c'est déjà d'une génération qui, hélas, on a formé. Moi, je les ai formés, ces gens-là. Et ils étaient élèves quand j'étais instructeur dans leur école, et c'est moi qui leur ai dit que l'ennemi rouge, c'était l'ex-Union soviétique à l'époque. Donc, on les a formés, on les a montés un peu contre la Russie. Et puis, il y a eu aussi cette imprégnation atlantiste qui est venue petit à petit, à partir du moment, surtout depuis 2007, à partir du moment où on est rentré dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Ça a été... et tous les officiers qui ont fait carrière là-dedans, nous, on n'a pas fait carrière dans l'OTAN. Hein, la France faisait partie du traité de l'Atlantique Nord, mais on n'était pas dans l'organisation militaire intégrée. Moi, j'ai pris ma retraite avant qu'on rentre dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Donc, on n'a pas du tout le même point de vue. Et bon, par contre, même chez les jeunes officiers, moi j'ai reçu un mail hier d'un jeune officier, fils de général de ma génération, qui a donc, on est à peu près sur la même longueur d'onde avec le père. Mais le fils m'a dit que tous les écrits qu'on pouvait transmettre pour rétablir la vérité des choses sur le conflit actuel entre la Russie et l'OTAN étaient lus par les jeunes officiers et qu'ils approuvaient nos réserves sur l'atlantisme. Donc les jeunes officiers aujourd'hui, d'après cet officier-là, prennent connaissance des propos alternatifs qu'on peut tenir sur l'OTAN et ne suivent pas forcément tout ce qu'ils entendent à la télévision. Voilà. Merci beaucoup. Avant de passer à les questions à la salle, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui et j'imagine que vous avez des questions, j'avais également une toute dernière question à vous poser. On parle de la paix, forcément quand on parle de la guerre, on parle de la paix. Il faudrait négocier la paix. Qui, en Europe, maintenant, peut et veut négocier la paix avec la Russie? Vous vous souvenez très bien quand le président Macron s'est rendu en Russie il y a quelques mois, juste avant le conflit avec l'Ukraine, quand ils étaient avec Macron face à Poutine, avec une très très longue table, beaucoup plus longue que la nôtre. La Russie en ce moment-là a bien expliqué la position officielle donc de l'État russe, c'est-à-dire obtenir que l'OTAN ne s'attend pas plus à l'Est, que les Occidentaux ne déploient pas des missiles en Ukraine, que l'OTAN ne déploie pas plus de troupes et d'infrastructures. Donc là, on est quelques mois plus tard, même pas un an plus tard, et on voit tout le contraire. Qui est cette figure en France ou en Europe qui pourrait négocier la paix? Parce qu'on doit arriver à la paix, on veut tous la paix. Qui est capable de le faire? Et notamment en France. D'abord, pour négocier, il faut être deux. Pour négocier, il faut être deux, et deux qui le veulent honnêtement. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas qu'on soit à la veille d'une négociation, parce que on sait bien qu'une guerre ne s'arrête que quand il y en a un qui dit « de toute façon, j'ai strictement plus rien à gagner ». Et actuellement, les deux parties, je dirais officiellement en guerre, c'est tant l'Ukraine que la Russie, pensent tous, les deux, qu'elles ont toutes les deux intérêt à poursuivre. Donc je crois que le moment des négociations n'est pas arrivé, mais il arrivera. Il arrivera forcément, ne serait-ce que... on y arrivera par
par attrition mutuelle, parce qu'on a une usure mutuelle et qu'à un moment donné, il faudrait bien négocier. Et la question se posera autrement. Donc aujourd'hui, vous avez raison. D'une part, le temps de la négociation n'est pas venu. Les propos qui peuvent être tenus de part et d'autre ne sont que des propos de posture pour arriver à gagner du temps, etc. Mais ce ne sont pas de véritables volontés de négociation. Donc le temps n'est pas venu. Quand le temps viendra, moi je pense que les choses auront changé et que des véritables volontés de négociation pourront advenir. Mais elles n'adviendront que si derrière on a un projet qui existe, effectivement qu'on l'a construit, qui a une volonté de construire autre chose. Et là je dirais que c'est à la société civile de faire des propositions, de réfléchir, d'avancer. On verra bien, on n'est pas à la veille des négociations. Ce ne sera pas demain, ce ne sera pas au printemps prochain, on ne sait pas. Ça arrivera. Et quand le temps arrivera, alors on verra qui pourra le faire. Moi, je continue à penser que le président Macron, qui a eu des positions courageuses vis-à-vis dans cette affaire-là, et se démarquant d'ailleurs de l'Europe, et s'affaiblissant vis-à-vis de l'Europe, c'est une de ses difficultés d'ailleurs, dans cette affaire-là, pourrait être celui qui va emmener ces négociations. Je n'en sais rien. Encore une fois, là, on parle de négociations qui auront lieu dans plusieurs mois au minimum. Et donc, on verra, tout change. On voit bien que cette guerre, elle évolue tous les jours et que donc on ne saura pas. Et donc je crois qu'il faut avoir un certain nombre de certitudes, avancer là-dessus, le temps fera son affaire, nous verrons bien. L'important est d'avoir un projet, de pouvoir le proposer et d'avoir nous-mêmes une vision de ce que nous voulons. Je voudrais rajouter quelque chose, parce que vous parlez de l'Europe et de la France, et malheureusement on voit dans quel état nous sommes, nous la France et nous l'Europe. Et il y a quand même des éléments objectifs, je crois. C'est que vous voyez bien la position du président Biden qui évolue au fil du temps. Alors il a évolué, il était réticent, puis il était va-t-en-guerre, puis maintenant il semblerait de nouveau un peu réticent. Donc moi je crois aussi, ça redonne le rôle principal aux États-Unis, hélas, mais c'est ainsi. Je pense qu'il y a des élections à surveiller très près, qui sont des élections mid-term qui arrivent en novembre, et qui vont peut-être changer la donne aux États-Unis. Et ça me paraît très important à regarder avec vigilance. Et puis, comment dirais-je, je pense que les Américains ont toujours eu l'habitude de lâcher leurs créatures à un moment donné. Donc, hélas, c'est l'histoire. Mais on peut parler des Kurdes, on peut parler des Vietnamiens, on peut parler, etc. Enfin, l'histoire est longue. Chiang Kai-shek, déjà, etc. Et je pense que moi, je serais à la place du président Zelensky, j'aurais beaucoup de soucis à me faire pour ma propre personne et ma propre sécurité. Voilà. Oui. Pour moi, ce qui va forcer la paix à un moment ou à un autre, c'est l'économie. Celui qui va perdre le bras de fer, parce que le bras de fer n'est pas que militaire, l'aspect militaire c'est un volet. Le bras de fer il est aussi économique. Et celui qui aura donc la plus grande résilience économique et sociale, celui-là l'emportera à la fin et forcera les autres, les autres seront forcés à négocier parce que leur pays tombera en capilotade. Et à cet égard, il faut bien regarder ce qui se passe. Le FMI vient de sortir les chiffres de prévision pour cette année de PIB. Et je me suis amusé cet après-midi à les regarder avec attention et surtout à les comparer avec ceux d'avril. Au mois d'avril, il y avait des prévisions et ces prévisions ont été un peu chamboulées par les événements que nous connaissons. Et dans quel sens va le chamboulement prévu par le FMI lui-même, qui est pourtant un peu contrôlé par l'Occident, on va dire? Eh bien, le chamboulement, il est en faveur des pays BRICS et OCS qui grimpent, et en défaveur des pays occidentaux qui s'entraînent, mais en 6 mois, c'est phénoménal qu'ils se sont pris. Et la Russie, le FMI nous indique que les prévisions d'avril sont revues à la hausse pour la Russie, donc tout va bien pour la Russie, si j'en crois les résultats comparés d'avril et d'octobre,
tout va pour le mieux pour la Russie. Ça veut dire que le FMI estime qu'aujourd'hui, les principales victimes économiques du conflit ukrainien, c'est bien sûr, ça sera d'abord l'Europe, évidemment, à un moindre degré les États-Unis, et pour l'Eurasie, on va dire, la Chine, l'Inde, tout va bien. Tout va bien. Donc c'est ça qui va, c'est la nouvelle conjoncture économique qui nous donnera, qui forcera les gens à négocier, les chefs d'État à négocier, je le pense. Enfin bon, on va voir les résultats de fin d'année et surtout les résultats des midterms. Sur les midterms, je pense que actuellement, les républicains vont l'emporter. Ils l'emporteront parce que Biden, sur aucun des points, que ce soit l'économie, l'inflation, l'immigration, sur aucun des points, Biden est aujourd'hui majoritaire. Il y a des écarts phénoménaux entre Biden et ses opposants. Donc, ils vont perdre parce que l'économie, c'est-à-dire l'inflation et les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous et que le pouvoir d'achat des Américains, c'est ce qui détermine leur bulletin de vote. S'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils ne voteront pas pour ceux qui les auront mis dans la panade. Donc, on verra. Je voudrais juste compléter ma réponse. Une des difficultés, évidemment, pour arriver pour parler de paix, c'est qu'il ne faut pas que les va-t-en guerre continuent à pousser la guerre. Or, des va-t-en guerre, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont intérêt à ce que cette guerre dure. Comme vous savez, le premier pays, c'est évidemment les États-Unis. On se rappelle combien les États-Unis ont quand même vu avec une certaine réticence cette affaire-là se déclencher en février. Et puis, tel le judoka, ils ont bien compris qu'au fond, c'est une situation qui était assez favorable pour eux, parce que cette guerre leur apporte sur un plateau deux choses qu'on voit bien se dessiner. D'une part, c'est l'affaiblissement indéniable de l'armée russe qui les arrange, et d'autre part, la vassalisation croissante de l'Europe. Donc, au fond, cette guerre les arrange. Ils la gagnent, on peut dire, c'est une proxy war, hein, une guerre par procuration qui ne leur coûte rien. On me demandait de parler tout à l'heure, sur je ne sais pas quelle radio, des aides apportées par les Occidentaux à l'Ukraine. Et on disait, la France, vous êtes bon dernier. Bon. Ce qui n'est pas le cas. Mais je disais, attendez, les Américains, c'est bien, ils ont donné 20 milliards d'armement. Comparez les 20 milliards aux 800 milliards du budget militaire américain, ils sont à 1% ou à 2% de cette affaire. La France a donné moins, mais elle est beaucoup plus élevée en termes de pourcentage. Ce que je veux dire par là, c'est que les Américains payent extrêmement peu cher, parce qu'il n'y a pas une goutte de sang américain, et par rapport à leur budget militaire, ça n'est strictement rien, c'est une toute petite entaille, et donc c'est une guerre qui est intéressante pour eux, à beaucoup de points de vue. Et donc les Américains n'ont pas aujourd'hui intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Et puis, vous connaissez les pays qui ont aussi intérêt à ce que cette guerre dure, pour lesquels cette guerre est aussi une proxy war. Ce sont les pays baltes, évidemment, et la Pologne, et puis les anciens pays du pacte de Varsovie, qui voient ce qu'ils considèrent être comme une menace, c'est-à-dire l'armée russe, être détruite tous les jours avec simplement du sang ukrainien qui coule et pas du sang balte ou du sang polonais, etc. Et donc eux-mêmes évidemment fournissent des armes puisque finalement ça ne coûte pas très cher puisque leurs citoyens ne mentent pas. Et donc on a quand même beaucoup d'acteurs du côté occidental qui n'ont pas véritablement intérêt à la fin de la guerre. Et c'est pour ça que je pense que cette guerre, et là, s'est amenée à durer parce que on n'est vraiment pas dans les conditions pour qu'il y ait suffisamment de pression de tous pour que cette guerre s'arrête. Ce qui ne nous empêche pas, encore une fois, d'avoir un projet européen. Sinon, on se fera imposer un projet américain qui nous sera défavorable, bien évidemment. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est le temps de passer les questions. Voilà, la première question. Alors, si vous pouvez vous présenter. oui, bien sûr.
Donc Frédéric Saillot, je suis journaliste à Eurasie Express. Et je vais vous poser une question de journaliste pour revenir à l'intitulé de cette conférence. Donc, quelle relation Fédération de Russie-OTAN dans l'après-guerre? L'après-guerre, c'est une expression qui résonne à mes oreilles en tant qu'homme né dans l'immédiate après-guerre, donc où un ordre international a été instauré suite à ce conflit. Il semblerait que le président Poutine ait choisi un moment particulier de l'histoire des relations internationales, c'est-à-dire ce qu'il considérait comme un affaiblissement de l'Occident, et notamment des États-Unis, avec la retraite piteuse de Kaboul en août 2021, pour définir une nouvelle doctrine de politique étrangère. Cette doctrine de politique étrangère donc, considère que la Russie, qui n'est pas la grande puissance qu'elle était du temps de l'URSS, peut retrouver une puissance en prenant la tête d'une alliance anti-occidentale. Donc, ce qui me paraît au fond du conflit que vous avez évoqué, c'est une différence de système politique. Donc la critique, je vous renvoie aux critiques que fait régulièrement le président Poutine dans ses discours sur ce qu'il appelle le collectif occidental. Mais je voudrais revenir sur l'enchaînement des événements. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jacques Hoggard dans son récit du déclenchement de la guerre en Ukraine. Je voudrais revenir notamment à un document qui a été publié par le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie en novembre 2021. Ce document était un projet de résolution qui était publiquement, je dirais pas proposé, mais publiquement manifesté, donc aux interlocuteurs occidentaux, et notamment à l'OTAN, pas à l'Union européenne, je crois que c'était notamment l'OTAN, il y avait un autre interlocuteur, je me demande si c'était pas, enfin bon, peu importe, notamment à l'OTAN, qui demandait donc deux points essentiels, qui exigeait 2 points essentiels. C'était le retrait de l'OTAN aux positions qu'elle occupait en 1997, c'est-à-dire avant l'intégration des pays dits d'Europe de l'Est et des États baltes. Et le deuxième point, c'était donc le retrait des missiles de courte et moyenne portée. Donc ce qui se présentait comme un ultimatum, le collectif occidental, pour reprendre l'expression de Poutine, n'y a pas vraiment répondu. Donc le futur des relations entre la Fédération de Russie et l'OTAN est comment dire, on est resté à ce point. Qu'est-ce qu'il vous en semble, les uns et les autres? Voilà, je suis en train de la poser, merci. Qu'est-ce qui vous en semble? Est-ce que, selon vous, l'OTAN doit répondre favorablement à cette demande de retrait en deçà de ses positions de novembre 1997? Allô, oui. Dans cette affaire, en fin d'opération, il y aura un vainqueur et un vaincu. Alors, selon le vainqueur et le vaincu, les relations entre l'OTAN et la Russie ne seront pas du tout les mêmes. Si c'est la Russie qui gagne, Stoltenberg l'a dit, ça sera une défaite de l'OTAN. Il n'est pas impossible que l'OTAN disparaisse. Hein. Et ce qui serait un bien pour... Oui, c'est qu'elle aurait dû disparaître. Par contre, mais je l'imagine assez mal, hein, si la Russie perdait, bon, il est certain que elle subirait le sort de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire qu'elle serait probablement démantelée en 2 ou 3 États plus petits et plus facilement contrôlables par le monde unipolaire sous hégémonie US-OTAN.
Mais je pense que ce monde unipolaire, sous hégémonie US-OTAN, a du plomb dans l'aile. Il a du plomb dans l'aile parce que la majeure partie des pays du monde, aujourd'hui, en a par-dessus la tête de cette hégémonie et de ces méthodes tyranniques et de sanctions permanentes au gré de leurs propres intérêts. On voit par exemple, on a vu récemment, les bons alliés américains, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, on va dire, basculer carrément dans le camp de l'OCS. Ces gens-là pressentent un peu ce qui va se passer. Moi, je me souviens quand j'organisais des grands exercices avec les grands exercices multinationaux avec ces gens-là, des pays du Golfe, je leur disais toujours, mais je ne comprends pas. Quand on est entre nous, vous n'arrêtez pas de dire du mal des États-Unis, mais votre gouvernement n'arrête pas de s'allier, de faire des courbettes aux États-Unis. Et les officiers très supérieurs de ces armées-là me disaient, vous savez, nous, dans nos pays, on a un proverbe. C'est « baise la main que tu ne peux trancher ». C'est clair, hein? Mais là, maintenant, ils en sont arrivés ils ont compris que peut-être il y avait l'opportunité de la trancher, et ils ont franchi le Rubicon. Hein. Réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour, c'est un camouflet pour les États-Unis. Ça veut dire qu'ils n'hésitent plus maintenant à dire aux États-Unis, allez vous faire foutre. C'est ça. Voilà. Bravo. Je crois pour ma part que la question, mais c'est un peu ce qui vient d'être dit par mon camarade de Lavarde, la question ne se posera pas. La question ne se posera pas parce que le monde qui va sortir de cette guerre sera, quoi qu'il arrive, un monde profondément différent à tout point de vue. C'est un événement tectonique 100 fois supérieur à la chute des tours, ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que l'ONU, par exemple, va disparaître. L'ONU ne peut pas changer. L'ONU a été totalement incapable de faire ce pourquoi elle avait été mandatée. L'OTAN va forcément changer dans le sens, mais complètement. Ce qui fait que les acteurs les alliances seront profondément différentes. Donc, les questions auxquelles devront répondre les responsables seront très différentes des questions telles qu'elles se posaient il y a cette... il faudra y répondre, mais ce ne sera pas les mêmes, et elles seront d'une bien plus grande ampleur que celle-là, d'ailleurs. Complètement d'accord, je pense qu'il y a un... Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je pense qu'on est à la veille de changements majeurs. Donc on le pressent tous, et je crois qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour le faire. Et je pense que ces organismes qui ont eu l'avantage quand même de maintenir, comme vous l'avez dit mon général, 70 ans de paix, c'est pas rien, mais on est à la fin d'un cycle, on le voit très bien. Et les mouvements sont très profonds. Vous faisiez allusion, Frédéric Saillot, à ces oppositions fondamentales, presque sociétales en fait, que le président Poutine évoque régulièrement. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une inversion des valeurs. Donc aujourd'hui, on voit bien que ça explose à l'ouest, je dirais dans tous les domaines, alors que la Russie a choisi, après des années et des années de communisme... La dictature. Pardon? La dictature. Bon, ça c'est votre mot, si vous voulez. La Russie n'est pas l'Europe et n'est pas la France. C'est pas un mot, c'est un fait. Non, c'est une déclaration. C'est une opinion que vous avez. Non, donc, pas du tout. Si. C'est ce que ressent peut-être ce que ressentent les gens. Moi, je vous dis, c'est un régime fort, c'est évident. C'est dans la tradition russe. Je ne suis pas russe, mais j'essaie de les comprendre. Et j'ai beaucoup d'amis aussi. Et si vous voulez, quand vous voyez les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est aussi une dictature, une autre forme de dictature. Moi, j'ai mon ami John Holland qui vient de se faire alpaguer à la descente d'avion à Londres il y a 3 jours, interpellé par la police antiterroriste, excusez du peu, tout simplement parce qu'il a des idées anti-atlantistes. Hein. Et alors ça s'appelle une dictature. Ça, c'est vraiment l'évolution vers un totalitarisme insupportable. Donc,
Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Pardon? Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Eh bien, il a fini par être lâché après une nuit de garde à vue. On lui a gardé son ordinateur. On lui a gardé son ordinateur et son téléphone portable qui ont été évidemment pompés. Hein. Ça, j'appelle ça quand même la violation des libertés élémentaires. Et ça se passe en Grande-Bretagne, pays qui est sorti de l'Europe et de l'Union européenne, mais ça peut se passer demain en France. Hein. Il y a eu un certain nombre d'événements récents qui peuvent nous le faire craindre aussi. Donc je pense qu'il faut être modéré quand on parle de ces mots-là, parce qu'ils peuvent se retourner contre nous. C'est ce qui se produit régulièrement en Russie. Et Assange, il est où déjà? Et Navalny? Elle est toujours vivante en tant que ça. Merci beaucoup. Mon nom est Dimitri Kochko, je suis journaliste, bien que ce métier de nos jours ait des connotations plus très positives, malheureusement. Que des affrontements aient lieu à l'ouest d'Odessa, entre Odessa et la Transnistrie. Est-ce que vous pensez possible qu'il y ait une intervention directe de ces troupes françaises dans le territoire de la région d'Odessa, entre la Transnistrie et Odessa? Je vais laisser les... Il ne veut pas marcher. Je ne sais pas. Je lui porte malheur. Tu sais pas, il faut. Voilà. Je vais laisser mes deux officiers généraux répondre. Mais je voudrais juste... Non. Je voudrais juste te dire que moi, j'y crois pas une minute. Personnellement, ces déploiements sont des déploiements infimes, ridicules, simplement à des vocations de communication. Il n'y a pas d'autre... c'est de la gesticulation militaire, à mon avis. Voilà. Et je peux me tromper, hein, mais je ne le pense vraiment pas. Je pense que il s'agit de... c'est plus de la politique que de l'action militaire, c'est de la gesticulation. Voilà ce que je pense profondément. Et d'ailleurs, nous n'avons pas, et l'armée française n'a pas les moyens de s'engager dans un conflit de haute intensité. Je l'ai écrit pour une revue hongroise il y a 2 mois. Quand vous prenez les derniers rapports parlementaires, quand vous preniez les derniers rapports de l'IFRI ou de l'IRIS, faits par des spécialistes, avec notamment des officiers, pas des spécialistes. Mais vous avez là la démonstration de ce que nous n'avons pas les moyens. Voilà. On parle de Charles Leclerc. Attendez, on a 220 Charles Leclerc aujourd'hui dans l'armée française. Et 100 qui marchent. On peut parler des canons César qui défraient la chronique, mais on a 76 canons César dans l'armée française. On en a donné 18 aux Russes. Il y a un débat pour savoir... Je commence à être fatigué. Mais pour vous dire... J'aurais aimé, mais non. Non, je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas les moyens. Voilà. L'armée française est une belle armée que je connais bien, avec des types formidables qui la composent, expérimentés, aguerris sur tous les théâtres d'opération. Mais c'est une armée de gestion de crise, d'intervention extérieure, où nous avons tous les matériels les plus souhaitables, mais à titre d'échantillon. Et on n'a absolument pas, c'est vrai, c'est la vérité, et on n'a pas les moyens de se lancer dans cette affaire-là. Voilà mon avis. Mais je passe la parole à plus autorisé que moi. Bon, moi, je ne suis pas plus autorisé, mais sur l'armée française, il faut être persuadé d'une chose, c'est que l'armée française est la meilleure armée d'Europe. C'est sûr, mais elle est toute petite. Elle est toute petite. Mais elle est comme ça, c'est la meilleure, mais toute petite. Et pourquoi? Parce que vous le savez bien comme moi, ça fait 25 ans que cette idée fabusienne et stupide des dividendes de la paix a fait que, effectivement, les effectifs et les budgets de l'armée française ont décru énormément, avec 2 encoches terribles récemment, celle portée par le président Sarkozy et celle portée par le président Hollande. Et il n'y a que depuis 2017 qu'on a des réinvestissements, mais qui sont des réinvestissements de rattrapage. Pas plus que ça. Donc l'armée française, et c'est bien faire le métier qu'on lui a dit de faire, qui est un métier de police internationale. Et elle est dimensionnée pour ça. Mais elle ne sait pas faire autre chose. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, elle ne serait pas capable longtemps, c'est une armée de flux et pas de soc, elle ne serait pas capable longtemps de conduire cette guerre. Mais ça n'est pas la raison pour laquelle l'armée française ne s'engagera pas entre la Roumanie et Odessa. La raison, c'est que ça veut dire que l'OTAN
le ferait. Et l'OTAN ne le fera pas. Pour une bonne raison. C'est que pour l'instant, les Américains sont les grands gagnants de cette guerre et qu'ils ne veulent pas en être les perdants. Et que forcément, si on a un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie, ça peut tourner très très vinaigre, évidemment. Hein, et donc, la Russie n'a strictement, pas la Russie, mais les États-Unis n'ont strictement pas l'intention de faire ça, puisque je rappelle que leur combat à eux, c'est pas le combat du jour, c'est le combat entre eux et la Chine. Et que donc, ils ne veulent pas rentrer dans cet engrenage. Donc, il est clair que ça, enfin, il est clair pour moi, du moins, que ça n'arrivera jamais. Oui, moi, je vais être vraiment très, très sévère envers l'état de notre armée. Alors, je ne conteste pas du tout le fait qu'on ait des gens formidables, etc., mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, les effectifs sont au plus bas, on n'a pas de réserve. L'entraînement à la haute intensité n'existe plus depuis des années et des années, donc les gens ne sont pas entraînés. Je vais vous donner une anecdote. Moi, j'étais directeur du tir de l'infanterie il y a quelques années, hein, et un beau jour, on m'a demandé d'organiser pour les Saoudiens une démonstration d'une compagnie au CEITO, Centre d'entraînement au tir opérationnel de l'infanterie. Et donc, on a essayé de trouver une compagnie, parce qu'elles étaient un peu dispersées partout dans le monde, hein, et il y avait celles qui étaient au repos, celles qui étaient engagées. Bon, des compagnies, il n'y en a pas des milliers, hein. Il reste 20 régiments d'infanterie, il restait à l'époque 20 régiments d'infanterie dans l'armée de terre, ça ne fait pas beaucoup de compagnies tout ça. Hein. Donc, on a fini par en trouver une, on a fait la démonstration, enfin, comme on était prudent, on a répété, il ne faut pas le dire, hein, on a répété avant pour ne pas voir les rideaux, quoi. Sauf qu'ils étaient tellement mauvais au tir, tellement mauvais que on ne pouvait pas présenter ça. Donc on a répété une deuxième fois, ça coûtait une fortune, hein, de faire répéter les gens. On a répété une deuxième fois, ils étaient toujours aussi nuls la deuxième que la première. Hein. Alors, on a fait la démonstration, parce que ça coûtait tellement cher, on a arrêté les frais, on a fait la démonstration de tir, et ça a été une catastrophe, évidemment. Et donc, on s'est posé la question, mais comment se fait-il que les compagnies soient dans cet état-là, quoi, et ne sachent pas tirer? Et alors, on a examiné la consommation en munitions par homme du régiment 126, pour ne pas les citer, hein, à Brive. On a examiné la consommation annuelle, c'était 10 cartouches par homme et par an. On ne fait pas un soldat avec 10 cartouches par homme et par an. Et on en était là. On en était là. Et la moitié des unités d'infanterie, c'est-à-dire le cœur de l'armée française, la moitié des unités d'infanterie qui passaient au CEITO. Le CEITO, c'est un centre qui permet de faire une espèce d'examen de qualité de nos armées, savoir si elles tirent bien ou pas. La moitié des unités étaient déclarées inopérationnelles. Autrement dit, on envoie en opération des gens qui sont inopérationnels, qui ne sont pas entraînés pour faire ça. Alors ça, c'est la partie personnelle. Mais après, vous avez la partie matérielle, avec la disponibilité opérationnelle, technique des matériels. Bon, ça a été dit dans les rapports parlementaires, ça a même été dit par le général de Villiers dans son livre. Il y a 3/4 des hélicoptères qui ne marchent, qui ne fonctionnent pas, et des disponibilités. Donc il y a un hélicoptère sur 4, et comme ils coûtent très cher, les hélicoptères, on en a peu. Alors, 1/4 de peu, ça fait très peu. Hein. Et donc, on ne s'engage pas dans un combat de haute intensité avec une armée. Cela dit, je partage l'avis de mon camarade Vincent pour dire que c'est la moins mauvaise armée d'Europe. Je ne dirais pas que c'est la meilleure. Je dis que c'est la moins mauvaise armée d'Europe. Autrement dit, pour moi, et je le dis à qui veut l'entendre, l'OTAN est aujourd'hui, et c'est pour ça que l'OTAN ne fera pas la guerre, un conglomérat d'armées, en tout cas la composante européenne de l'OTAN, en état de décomposition avancée. Pour des raisons budgétaires, pour des raisons de désinvestissement, pour des raisons de formation, de tout. Il n'y a rien qui... Enfin bon,
Et le général Sema s'en est ému en disant s'en est ému il y a quelques mois en disant qu'il allait falloir qu'on remette la haute intensité. Ben, il est temps, hein, parce qu'on ne s'entraîne pas à la haute intensité en 5 minutes. Hein. Les combats de nuit, il n'y a plus de combats de nuit, parce qu'avec les nouvelles normes de rattrapage, l'armée est obligée de suivre la société. Il y a les RTT dans Non, mais ça ne s'appelle pas RTT dans l'armée parce que ça ferait des ordres, mais ça s'appelle TAOPM. Hein, je sais pas quoi, bon, c'est l'équivalent des RTT, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on voit peu de gendarmes sur les routes, par exemple, hein, c'est que dans le temps, un gendarme qui était à 10h ou 11h du soir à faire le boulot, le lendemain matin, à 7h le matin, il était sur le pont. Aujourd'hui, c'est fini. Il a une demi-journée ou plus de rattrapage et de temps. Donc, moi, j'ai fait le bilan quand j'ai quitté l'armée du temps de travail d'un lieutenant à mon époque comparé au temps de travail d'un lieutenant aujourd'hui. Eh bien, c'est divisé par 2. On a divisé par 2 le temps de travail. On est à 15... Moi j'ai noté, alors c'était en état-major, hein. C'était pas en opération. En opération, mais en état-major, c'était 1500 heures, 1520 heures, 1524 heures, je crois, de travail par an, c'est-à-dire rien du tout, quoi. Nous, on travaillait, quand on était en combat de nuit à notre époque, le lendemain matin, à 7h le matin, on était au rassemblement, hein. Et on avait peu dormi la nuit, et puis le samedi, dimanche, il y avait la veille opérationnelle, on bossait le samedi, on bossait le dimanche. Donc, quand on était de veille opérationnelle, hein, face au pacte de Varsovie. Donc, tout ça, ça a changé complètement. Et aujourd'hui, l'OTAN n'est pas en mesure de faire une guerre avec le moindre espoir de succès contre qui que ce soit, enfin contre une armée déterminée, hein, regroupée autour de son chef. Donc je suis un peu sévère. Non, je suis un peu sévère, mais c'est... Quel est l'état de l'armée russe actuellement, monsieur? Alors, moi, je me permets de revenir sur ce que tu viens de dire et peut-être d'apporter un petit bémol. Un petit bémol. Moi, je crois que l'armée française, elle sait faire ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que l'armée française, elle a un contrat opérationnel. Son contrat opérationnel, c'est être capable de projeter 10 000 hommes entraînés dans une opération extérieure. Et moi, je pense qu'elle... Comment ? Voire difficile. Oui, voire difficile. Et je pense que ça, elle sait le faire. Mais elle ne sait faire que ça. C'est-à-dire que nous avons une force opérationnelle terrestre de 70 000 hommes, et le fait des rotations, de l'instruction, etc., fait qu'en fait, on a un réservoir dont on peut extraire 10 000 hommes entraînés. Et quand on envoie une troupe sur le terrain, par exemple au Sahel, et on l'a fait régulièrement et on le fait encore, ces gens-là s'entraînent pendant 6 mois. La difficulté aujourd'hui, c'est que pour produire 10 000 hommes entraînés, on va assécher le 126e ERI et les autres en temps d'instruction, en carburant, en munitions, etc. Donc l'armée française, elle est capable de ça. Et on s'est bien rendu compte. Je pense que, le chef d'état-major des armées s'en est rendu compte, tout le monde s'en est rendu compte, nous militaires on en est bien conscients, ça n'est pas raisonnable. Je pense aujourd'hui que le président Macron en est persuadé, et que donc, c'est pour ça que depuis 2017, on a eu des réinvestissements très importants dans les armées, et que l'actuel budget prévoit à nouveau d'accroître. Donc, moi je serais un peu moins sévère que toi, je crois que l'armée, elle sait faire ce qu'on lui a demandé de faire, avec les moyens qu'on lui a donnés, avec beaucoup de bonne volonté et de courage. Mais ce qui est vrai, c'est que les évolutions de la société que tu as mentionnées, et les évolutions budgétaires, ont fait qu'elle sait ce qu'elle sait faire, c'est réduit comme peau de chagrin, d'où la nécessité impérative aujourd'hui de repasser au moins à des budgets de l'ordre de ce qui était durant la guerre froide, c'est-à-dire 3 ou 3,5% du PIB, de manière à reconstruire une armée qui soit capable de faire autre chose que des coups de main au Sahel. Ce qu'elle fait extrêmement bien, avec de très très bons matériels, mais qui effectivement ont un taux de disponibilité assez faible, etc. Il y a des tas de choses à changer pour redevenir une armée de stock, une armée résiliente, et non pas une armée fragile, une armée de flux. D'autres questions? Là, on va passer aux jeunes, derrière. La grosse question que je me pose, c'est 1, comment stabiliser les choses? 2, pour la suite des événements, que proposer? Vous parlez de l'Europe.
Personnellement, je parlerais de la France. On est en dialogue franco-russe, non pas dialogue Europe-Russie. Donc, moi, la France, c'est la France qui a un siège à l'ONU, ce n'est pas l'Europe. D'accord ? Il y a effectivement, au niveau du Conseil de sécurité, je précise. Donc, effectivement, il y a à un moment donné un rôle de stabilisation que la France doit pouvoir assurer, un rôle de ramener la paix, autrement dit d'être là pour assurer une force de dialogue entre les deux co-belligérants, et non pas là pour prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. La France a effectivement l'arme nucléaire, tout comme les autres membres du Conseil de sécurité, à ma connaissance. Donc, comment ça va se passer à l'avenir? En ce moment, il y a une contre-offensive qui est en train d'être menée par les Ukrainiens dans certains endroits et dans d'autres par la Russie, qui du coup reprend certains territoires. Donc concrètement, moi ce que je vois pour l'instant, c'est qu'il y a un risque d'enterrement, en tout cas de la ligne de front, avec effectivement stabilisation. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Peut-être que l'hiver va nous décider dans l'histoire. Mais comment vous voyez les choses en termes de haute intensité dans les temps qui viennent? Personnellement, j'ai aucune envie de me prendre une bombe dans la tronche dans les 5 minutes qui viennent. Donc, voilà, comment vous voyez les choses? Bonsoir messieurs, merci. Bonjour Général Despentes, vous aviez parlé... Présentez-vous. Je suis en histoire économique et je vais intégrer l'EGE, l'école de guerre économique, l'année prochaine. Vous avez parlé à juste titre du découplage stratégique des États-Unis et de l'Europe depuis quelques années, notamment pour des raisons démographiques. Est-ce que vous ne croyez pas qu'un des nœuds du problème, c'est que, pour la question de l'Ukraine, mais de façon plus globale, la classe dirigeante européenne, qui est atlantiste et européiste, cette guerre en Ukraine est pour elle un test, c'est-à-dire que elle va être plus royaliste que le roi dans le sens où elle considère que la Russie est l'ennemi et la vision du monde qu'elle défend vis-à-vis des États-Unis ne peut pas être, ne peut pas changer, car cette guerre va impacter directement sa position et son pouvoir. Ce qui fait et donc la faiblesse de l'Europe qu'on constate sur le plan économique peut conduire à une radicalisation de nos positions. Là, on le voit avec Ursula von der Leyen qui souhaite approfondir, construire une véritable Europe fédérale. Alors, est-ce que c'est un discours? On le voit avec sa proposition de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Alors, qu'en est-il vraiment? Difficile de savoir, mais est-ce que vous pensez, quand vous avez dit que les négociations allaient arriver dans longtemps, qu'il va y avoir des deux côtés un refus de négocier, un acharnement des dirigeants européens à continuer cette politique qui les mène nulle part sur le plan stratégique? Alors, je ne sais pas, il y a un risque évidemment de radicalisation, absolument évident. Et donc, le choix, moi je l'ai exprimé tout à l'heure, est-ce qu'on prend le modèle 1919 ou est-ce qu'on opte pour le modèle de 1945? C'est exactement ça. Est-ce qu'on repousse, est-ce qu'on méprise, est-ce qu'on rejette l'autre? Ou est-ce qu'on cherche à le réintégrer dans un concert des nations qui nous permettent de vivre ensemble? Et j'espère que les Européens seront assez raisonnables pour comprendre que l'intérêt à long terme de l'Europe, c'est bien la réintégration de la Russie dans le concert européen. Mais ça n'est qu'un souhait. Ce qui est sûr, c'est que plus la guerre va durer, plus les positions seront exacerbées, et plus il sera difficile d'arriver à trouver une solution raisonnable qui soit satisfaisante pour le long terme, et qui ne soit pas uniquement basée sur les passions du jour. Je voudrais juste être un peu brutal, mais dire le vrai problème, en parlant de l'Europe et de l'Union européenne. Il faut que Madame von der Leyen arrête ses provocations et qu'elle s'occupe de son métier. Elle est haut fonctionnaire européen, elle n'est pas chargée de présider l'Europe. Donc les chefs d'État européens devraient reprendre la main face à cette personne qui est, à mon avis, extrêmement néfaste pour le chemin difficile mais nécessaire vers la paix. Voilà ce que je voudrais dire. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ce qui va forcer la paix, c'est les conditions, la haute intensité économique et sociale. Celui qui va gagner sur le plan économique et social, celui qui aura la plus forte résilience, celui-là imposera ces conditions aux autres qui seront trop affaiblis. Imaginez que demain, ce soit
un déchirement en Europe entre ceux qui en ont ras-le-bol parce que leur pouvoir d'achat ne va plus, etc., que les rues européennes soient pleines de manifestations, il y a un moment ou un autre où il y aura des négociations, parce que les gouvernants ne pourront plus gouverner. Et ils seront obligés de s'asseoir à la table. C'est ça qui les forcera, ce n'est pas les résultats. Et donc, pour moi, le temps joue en faveur de la Russie. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, l'Europe va s'enfoncer dans la crise économique, la crise énergétique, et ça forcera à un moment ou à un autre les Européens à reconsidérer leur position et à entreprendre les négociations qui vont bien, à s'asseoir pour négocier. Mais ils ne s'asserront que contraints et forcés. C'est une affaire de rapport de force. Le général Desportes le disait tout à l'heure. Hein. La géopolitique, c'est le rapport de force. Et il y aura un rapport de force, et ce rapport de force sera imposé par les conditions économiques et sociales des pays. Alors il y aura un vainqueur et un vaincu. Pour moi, la Russie me semble mieux placée aujourd'hui pour être le pays qui va l'emporter et qui va forcer les autres à s'asseoir à la table des négociations. Je peux me tromper, mais je pense que c'est la résilience économique et sociale qui donnera le résultat de ce conflit. Quel est votre avis sur ce qui s'est passé récemment, sur le sabotage de Nord Stream et tout laisse à penser que les États-Unis seraient derrière? J'aurais aimé avoir votre avis sur la question. Merci. Alors, moi, je ne sais pas que tout laisse, je ne suis pas sûr que tout laisse à penser. Moi, je pense qu'on ne sait pas. Donc, voilà. Après, la question, c'est qui fait qui procède, c'est à qui profite le crime. C'est assez compliqué de le dire. Donc, on peut supputer. Maintenant, on voit bien que certains et plusieurs auraient intérêt, ont pu avoir intérêt à faire cela. Effectivement, il y a une option américaine, il y a une option russe, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'il en est? Personne ne le sait. Peut-être le saurons-nous un jour. Juste une question rapide. Éric Reynaud, écrivain, scénariste. Je voulais savoir quels étaient, d'après vous, les objectifs stratégiques de l'OTAN en Ukraine? Parce que j'ai un peu de mal à les identifier parfois. Est-ce que c'est changement de régime, démembrement de la Russie? Et si ces objectifs ne sont pas atteints, est-ce que ça peut provoquer la disparition de l'OTAN? Voilà. C'est exactement ce qu'a dit Jens Stoltenberg, qu'on a cité tout à l'heure. L'objectif, à mon avis, l'objectif de l'OTAN, c'est de renverser, le président Poutine. C'est de renverser le régime pour en faire un régime occidentalisé, etc. Une espèce de... Voilà. Mais à mon avis, c'est ça l'objectif qui est entrepris depuis, je vous dis... 2014 au minimum, mais probablement même bien avant. Voilà. Depuis, comme le disait le général de la Ward, la rupture, c'est la fin, la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique et cette obsession de l'OTAN de se transformer à ce moment-là d'organisation défensive qui avait sa légitimité en une organisation, une espèce d'agence oui, je n'ai pas dit le mot, mais un vecteur d'influence américain à travers le monde, et on voit ce que ça a donné. Parce que l'OTAN a tapé partout, que ce soit en ex-Yougoslavie, que ce soit en Irak, en Syrie, en Libye même si ce n'était pas officiellement l'OTAN, etc., en Afghanistan. Donc moi, je pense que, bien sûr, l'intérêt stratégique, c'est cette obsession américaine de venir à bout de la puissance russe. Alors, moi je crois que l'OTAN n'a pas d'objectif. Par contre, les Américains, oui. Ce qui est un peu... Non, ce qui est un peu différent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même deux écoles.
on a quand même deux écoles. On a l'école qui s'est exprimée par la voix de Biden quand il était allé à Varsovie, qui s'est repris un peu par la voix de Madame Smith, qui est l'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, en disant qu'elle voulait une défaite stratégique de la Russie. Cette voix s'est exprimée par la voix de Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américaine, et qui est une ligne jusqu'au boutiste. On veut une défaite stratégique. On a un autre camp aux États-Unis qui dit, au fond, il est suffisant que l'Ukraine ne perde pas et que la Russie ne gagne pas, ce qui est quelque chose de différent. Et on voit bien qu'il y a deux écoles différentes. Laquelle l'emportera, on ne sait pas. Comme le disait justement, comme vous disiez fort justement, l'Amérique peut changer assez rapidement. Hein. Elle a prouvé dans le passé qu'elle laissait tomber assez régulièrement ses alliés. Hein. Les Français en Indochine, même les Anglais à Suez, les Afghans, les Kurdes, enfin, voilà, ben, tout le monde, Chiang Kai-shek en 49, etc. Donc, et vous savez que la grande difficulté, c'est pour ça que l'Europe doit retrouver son autonomie, son autonomie, c'est qu'aujourd'hui, au fond, la politique l'Europe dépend du fermier du Dakota ou de la Virginie du Sud. Bon, moi je les aime bien, moi je suis aux États-Unis, ils sont sympas ces gars-là, mais moi je préfère que ma sécurité dépende des Européens plutôt que de ces gens-là. Et on ne sait pas, au fond, ça peut changer, on ne le sait pas encore, et comme les Américains sont d'abord des pragmatiques, et qui ont évidemment écouté la leçon donnée par Lord Palmerston, qui était le ministre des Affaires étrangères de la Victoria, qu'il a été plusieurs fois, il disait une chose simple. Lord Palmerston disait: la Grande-Bretagne n'a pas d'amis, la Grande-Bretagne n'a pas d'ennemis, la Grande-Bretagne n'a que des intérêts éternels. Et je pense que c'est ça, au fond, qui va guider l'Amérique, donc l'OTAN, en fonction de la situation et de l'évolution de la situation, peut-être aussi en fonction de la réaction de la Chine. Je crois que les affaires ne sont pas arrêtées aujourd'hui. On sait bien qu'au fond, la guerre modèle la politique et la politique modèle la guerre. Et je crois que l'objectif final, on le saura vers la fin et pas avant, en fonction de l'évolution des événements. Les dernières deux questions, s'il vous plaît. Monsieur Cheminade, monsieur... Oui. Je voudrais vous poser une question. Le chef d'état-major des armées vous a envoyé une lettre à vous, officiers généraux, disant qu'il fallait passer à que cette guerre aboutirait à une profonde restructuration des relations économiques internationales. Ne serait-il pas le temps de s'y mettre, que la France joue ce rôle en tête et de sortir de l'univers dans lequel vous paraissez en partie plongé, de la géopolitique, du système de l'Union européenne et d'une France où le pouvoir a été pris par des gens issus des grands corps de l'État, qui n'ont aucune formation technique ni scientifique, et où vous avez laissé échapper le pouvoir, le corps des mines et les militaires qui ont une compétence scientifique et une compétence technologique, à partir de 1970, je dirais. Donc, que pensez-vous du rôle que la France pourrait jouer dans ce domaine économique pour préparer les conditions de la paix, dans cette restructuration que moi je vais appeler un nouveau Bretton Woods, et aussi de retour au pouvoir en France de gens qui soient réellement compétents scientifiquement et technologiquement. Je suis totalement incompétent pour répondre à 99% de votre question, même si je peux partager un certain nombre de vos idées, mais en tout cas, j'ai pas de solution immédiate. Mais quant à la nécessité pour la France de retrouver sa place et de pouvoir imposer ses vues, ça paraît absolument évident. La difficulté, c'est que pour l'instant, une des grandes perdantes de cette guerre, c'est l'Europe, en tant qu'Europe, et c'est la France, en tant que France. Et que plus cette guerre continue, plus l'Europe et la France sont en train de s'affaiblir, sont en train de décrocher. Et ça, c'est pour moi une véritable question de fond. Oui, une question courte mais qui interpelle tout le monde. L'utilisation d'une arme nucléaire. Alors,
Cette affaire-là, c'est un vrai sujet, parce que c'est un conflit qui est conduit sous menace nucléaire permanente. Hein. Les gens l'oublient, c'est plus ce que c'est que l'arme nucléaire. Nous, on sait un peu, parce qu'on a à peu près étudié ce que ça pouvait faire et comment s'en protéger. On a tous commencé notre carrière en imaginant qu'on pouvait tirer nucléaire sur le champ de bataille. Moi, j'ai appris à faire des charges de chars, on tirait nucléaire. Bon, donc on voit à peu près ce dont il s'agit. Bon. Il y a eu des hauts et des bas. Moi, je pense d'abord qu'il est dans la doctrine russe, tactique, d'utiliser les armes nucléaires pour débloquer une situation que les armes conventionnelles ne pourraient pas régler. Donc ça, c'est inscrit dans la doctrine. Je parle des armes tactiques. Pour les armes stratégiques, on connaît les 4 conditions qu'on a vues dans tous les journaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a vu, depuis le mois de février, et moi je l'ai dit à la télévision souvent, il y a eu des moments où il était tout à fait possible, et au début de la guerre, en particulier dans les premières difficultés de l'armée russe, il était tout à fait possible que le président Poutine ait cherché à arrêter immédiatement par utilisation de l'arme. Ensuite, je pense qu'il y a eu de moins en moins de chance, et puis je crois qu'on a été à un moment, et on l'est encore à un moment donné, où c'est tout à fait possible. Moi, je crois quand même que la marche à passer pour ouvrir la boîte de Pandore, comme on dit à la télé, est quand même extrêmement élevé. C'est-à-dire que les conséquences à long terme pour le monde entier, bien sûr, et pour la Russie en particulier, seraient gigantesques. Et donc, je pense qu'avant d'ouvrir cette boîte de Pandore, on y réfléchira, le président Poutine y réfléchira 2 fois. Maintenant, je pense que c'est pas du tout l'avis de mon camarade, mais si jamais la Russie en venait à être acculée et si le président Poutine était prêt de perdre, moi je pense qu'il utiliserait des armes nucléaires tactiques pour geler, pour arrêter. Et donc il y a toujours ce risque-là. Ce qui ne veut pas dire qu'utiliser les armes nucléaires tactiques, c'est la destruction de l'Ukraine, mais le fait même, moi j'ai ouvert l'hypothèse qui a été reprise par beaucoup de journaux, de dire, il y a déjà un premier truc, je vais frapper sur l'île aux serpents. Bon, l'île aux serpents, on va tuer 2 serpents. Et donc, on ne va pas bombarder M. Poutine parce qu'il aura tué 2 serpents. Mais il aura dit, attention les gars, prenez-moi au sérieux. Voilà, j'irai jusqu'au bout de la guerre dans laquelle je suis et je ne perdrai pas. Donc je crois que nous vivons sous cette menace-là. Je pense qu'aujourd'hui, demain, quelqu'un disait qu'il craignait pour demain. Non, je crois que demain, non. Mais ça peut venir. Et c'est pour ça que je pense que les dirigeants occidentaux doivent être aussi avoir beaucoup de calme et de sang-froid. Nous ne sommes plus exactement dans les conditions de 1962 où tant le président Kennedy que le secrétaire général, je crois qu'il était secrétaire général Khrouchtchev, ont fait preuve de sang-froid pour éviter l'apocalypse. Pour de multiples raisons, on n'est pas dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux éléments essentiels, des deux côtés, il y a une grande différence. C'est que d'un côté, du côté américain, on avait un jeune homme de 45 ans. On n'a plus vraiment un jeune homme de 45 ans comme président des États-Unis. Ça change les choses, ça change les choses évidemment. Et du côté russe, on avait quelqu'un qui n'était pas acculé à la mort ou à la disparition, alors que ça peut devenir le cas du président Poutine. Donc les conditions de la sérénité sont beaucoup moins remplies qu'elles ne l'étaient en 62. Et en 62, on est passé assez près d'une catastrophe. Donc nous ne devons pas négliger cette menace, nous devons la prendre en compte. Et je pense que nos dirigeants doivent considérer que cette épée de Damoclès est bien suspendue au-dessus de nos têtes. Sur cette note optimiste, on va espérer effectivement la paix de toute façon, parce que, comme vous dites, chaque guerre finit par la paix, certes, puisqu'on peut en parler encore des mois, si la situation ne va pas changer, c'est déplorable pour les populations qui le vivent en premier temps, parce que les belles paroles restent toujours les belles paroles. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je vous souhaite la paix également, prospérité. J'espère que vous allez trouver de diesel bientôt. Parce que j'ai reçu aujourd'hui des messages en disant que je ne peux pas me déplacer à cause des problèmes avec l'essence. Donc nous-mêmes, on a eu des difficultés puisqu'on est en train de déménager, comme vous avez bien remarqué.
On va continuer notre activité plus aux Champs-Élysées. Donc ça, c'était cette dernière conférence dans cette salle mythique du Dialogue franco-russe depuis 11 ans. Donc voilà. Mais tout finit, tout recommence. Donc ça sera une nouvelle page. Suivez-nous surtout sur les réseaux. J'aurai besoin de vous, de vos cotisations encore plus. Parce que chaque fois, maintenant, il faudrait trouver des salles, de nouvelles salles, de nouveaux intervenants. Et beaucoup d'autres choses, et enrichir l'activité du Dialogue franco-russe. On est toujours là, et on espère que vous serez là aussi avec nous. Et à bientôt, très bientôt. N'hésitez pas à soutenir notre partenaire avec l'humour russe. Pas grand-chose qui nous reste, l'humour peut-être nous reste encore. Voilà, et il y a une petite cagnotte à la sortie. Si vous souhaitez nous aider, vous êtes les bienvenus, et je vous remercie. Merci beaucoup, et merci à nos experts de ce soir. Je suis très contente. Qu'on ait pu se réunir pour cette dernière conférence sur le sujet d'actualité très très importante. Merci beaucoup. Merci à vous.